voilà, mesdames et messieurs, c'est parti pour un nouveau jour, pour un nouveau soleil. Le coq du village chante toujours et on entend son chant à travers le monde entier. C'est la voix de RT1 qui porte Matin Bonheur. Merci d'être avec nous pour ce troisième rendez-vous, troisième escale de ces matinales sur RT1 jusqu'à 7h30 avec un sommaire. Un sommaire très chargé. Bonjour chez vous, bonjour Marco. Bonjour. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous aurons droit à notre chronique écologie avec Kanzli Midé. Elle nous parlera donc d'objets de récup qui sont, ma foi, très beaux et très utiles. Et puis, en fin d'émission, avec le docteur Bernadette Assou-Nguessan, il sera question toujours de mariage, mais cette fois, comment entrer dans le mariage. Et oui, il y a des dispositions particulières à prendre, peut-être. Elle nous le dira en fin d'émission et vos contributions sont d'ailleurs demandées via nos réseaux sociaux qu'on a maintes et maintes fois répétés ici. Bon, je pense que vous les connaissez déjà. Nous aurons droit également à des reportages très intéressants. Nous aurons également le sport. Oui, le sport. Bah oui, la gym. Et puis n'oubliez pas également quelques contours comme ça, quelques contorsions du conducteur qui vont nous emmener dans l'ambiance de Paquinou et puis quelque part au Brésil. Tout un programme, mais on va commencer tout de suite au pas de course avec... Avec la revue de presse signée Fatim Djidji. Bonjour Fatim. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. De quoi parlent les journaux? Que dit la presse nationale? Vérification immédiate avec Fraternité Matin qui affiche à sa une les mots du chef de l'État, Alassane Ouattara. Duncan est à la place qu'il faut. Il s'adresse aux fils et aux filles du Sud Comoué qui sont venus lui traduire leur gratitude. Dans la carte, sur le côté, on voit le Premier ministre Gon Coulibaly qui conduit une délégation à Washington pour participer aux réunions des institutions de Bretton Woods, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. On change totalement de sujet avec la une de l'Expression. On parle politique, politicienne. Ils nous disent pré-congrès et congrès du RDR. Pourquoi ça va chauffer dans la case? Eh bien, je vous le dirai le pourquoi dans la revue de presse. Juste en bas, les témoignages poignants des promotionnaires de l'imam Bredji 2 mois après son décès. On va poursuivre cette fois-ci avec la une de l'intelligent d'Abidjan qui titre « Condé, Kaboré, Issoufou, Keïta ne peuvent agir pour Gbagbo dans le dos de Ouattara ». C'est donc la une de l'intelligent d'Abidjan du jour. Et on apprend aussi que l'équipe féminine de basket n'a pas d'argent pour se préparer au 8e jeu de la francophonie. J'en parlerai aussi lors de la revue de presse. On continue cette fois-ci avec l'Inter qui s'intéresse donc toujours à la présidentielle de 2020 et donne la parole à Abel Djouré, député RDR, qui répond à Soro. Il n'a plus son destin politique en main. Juste en dessous, le Rassemblement des Républicains, tout sur le pré-congrès du RDR, des ministres appelés en renfort. La une suivante, c'est celle de Nord-Sud qui va s'afficher à l'écran. Les députés veulent contrôler l'action des ministres. Une information aussi que je développerai lors de la revue de presse. Le quotidien propose de vous dire comment les orpailleurs clandestins affament les populations, notamment à Daoukro. On continue avec Soir Info, cette fois-ci, qui s'intéresse à l'alternance aussi en 2020, des confidences dévoilées sur le communiqué de Soro. Et le journal propose aussi un reportage des populations du village du général Doué, Mathias, qui sont en colère à la veille de son inhumation. Et on va finir cette fois-ci avec le quotidien d'Abidjan, que vous voyez, Hollande piégé dans le dossier Gbagbo. C'est donc la une du journal. Et puis, en haut de la couverture, vous pouvez lire qu'un éléphant a tué 2 villageois à Abengourou. Je vous retrouve pour le détail de plusieurs articles dès 6h45. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fatim. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on aura l'édition complète donc, du journal aux alentours de 6h30. Aujourd'hui, bien sûr, le mercredi 19 avril 2017. Le temps assez doux. Il a plu hier nuit. Il a plu chez vous également. Hein. Oui. Il a plu dans votre quartier, hein, dans votre résidence également. Donc, le temps est doux. Température entre 24 et 32 degrés sur la principale poche climatique, notamment à Abidjan. Alors, quel est votre programme de sport préféré? Quand vous faites le sport, qu'est-ce que vous faites, Eva Amani? Du cardio.
cardio, c'est-à-dire aux escaliers. Ah oui, c'est très bon aussi. Hein. C'est très bon, c'est très à la mode. Hein. Exactement. Donc, et pendant combien de minutes? On va essayer pendant 15 minutes. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que de le faire sur un tapis de course. Hein. C'est ce qui vous donne cette beauté dans le jean là. Ok, j'ai tout compris. Non, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Ça tombe bien, transition facile, je sais. La gym, c'est parti. Salut à tous, salut Eva, salut Marco. Je suis très heureux d'être en votre compagnie, toujours avec Fatou, qui est toujours d'attaque avec nous. J'espère que chez vous aussi vous êtes d'attaque pour objectif ventre plat. Donc, si c'est le cas, on se met déjà sur le tapis. Vous allez avoir besoin aujourd'hui de manche à balai. Donc, on part directement sur le dos. Allez, on s'allonge. Les jambes pliées. On va juste contracter un peu la sangle abdominale. Ok, allez Fatou, on monte. On reste bloqué là, environ 5 à 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on descend. On va se saisir maintenant de nos manches à balai. Allez Fatou, on prend les manches à balai. Le premier exercice que nous allons faire, on va simplement tendre les bras loin derrière, ok? Et on va venir chercher les chevilles, là. 1, 2, alors, si vous ne pouvez pas faire cet exercice, c'est simple. Vous levez les jambes, vous les pliez, ok? Vous ne restez pas en 90 degrés. Vous descendez les jambes un peu plus bas. Et puis là, vous partez simplement chercher vos chevilles. On va le faire 15 fois. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, contractez votre sangle abdominale. 4, 5, faites rentrer le nombril. 6, 7, les bras bien tendus. 8, allez Fatou, toujours en option. 9, 10, encore 5, 1, 2, les bras bien tendus. 3, 4, 5, allez. 4, le dernier. Et 5, soufflez. Allez, respirez. Respirez, vous posez le manche à balai juste à côté de vous. Vous prenez environ 30 secondes de repos. Ok, on va repartir encore pour un autre mouvement. Cette fois-ci, les jambes seront tendues en l'air. Et avec le manche à balai, on va essayer de toucher les chevilles, voire la pointe des pieds pour ceux qui peuvent. Allez Fatou, on y va. Donc on s'allonge. On décolle les jambes. Les bras bien tendus. On va essayer d'aller chercher les chevilles. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, on souffle. En principe, à ce niveau-là, vous avez la sangle abdominale déjà bien contractée. Donc, respirez, respirez. N'hésitez pas à boire un peu. Je sais que c'est un peu éprouvant de travailler avec le manche à balai, mais c'est justement pour ça que nous sommes là. Donc, le dernier exercice que je vous propose, on déplie les pieds, pas totalement. Ok, on prend le manche à balai, on le met au niveau des omoplates, pas au niveau du trapèze, des omoplates. On descend légèrement le dos, mais attention à ne pas vous cambrer ou trop vous arrondir. Il faudrait que le dos soit assez droit. On fixe un objet en face de nous, ok, de sorte à ce que la tête ne se baisse plus. Et puis on tourne à gauche, à droite, et on va le faire 15 fois. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Cherchez la contraction abdominale. 6. Contractez les abdos. 7. Volontairement. 8, 9, 10, 1, 2, Fatou un peu plus bas. 3, 4 et 5. Super. Allez, on souffle, on respire. Fatou, on repart une dernière fois. Allez, allons-y. On le met au niveau, voilà, des omoplates là. Allez, on fixe quelque chose juste en face. On descend légèrement le dos, les jambes un peu pliées. Comme ça, on est sur les talons ici. Et top, on y va. Allez. 1, super. 2, 3, on respire à chaque fois. 4, 5, un peu plus haut le manche à balai. 6, 7, 8, super. 9, on laisse la tête partir avec le corps.
Ok, super. Alors, c'est vrai qu'il est un peu difficile cet exercice, mais il ne faudrait pas hésiter à le refaire chez vous. Vous allez sentir que vos abdos se contractent. Donc, répétez tous les exercices que nous avons faits jusque-là. Nous nous retrouverons demain pour 2 exercices qui nous permettront de toujours gagner notre sangle abdominale. Allez, ciao! Oui, ciao. Merci, coach Fabrice. Marco, Oui, le temps, un petit point météo. Oui, en tout cas, le temps s'annonce assez couvert, surtout que nous avons bénéficié donc de la pluie sur les principales poches climatiques de notre pays dans la période de la dernière partie, donc la période, c'est-à-dire la nuit d'hier à aujourd'hui. Donc cela certainement devrait continuer un peu à Abidjan et notamment dans l'ouest montagneux. Mais dans l'ensemble, temps assez clair quand même. Et surtout, il fait chaud hier, il a fait très très chaud et En fait, ce qui est compliqué, c'est très humide. C'est la chaleur moite humide que nous avons qui fait transpirer, ça fait que ça colle à la peau et c'est pas du tout agréable. Et surtout pour des personnes qui viennent, par exemple, de l'extérieur, parfois le choc. C'est pas facile de s'adapter au thermique, climat. oui. Mais bon, voilà, je pense que et puis surtout la pluie d'hier a fait énormément de bien. C'est toujours vrai. agréable de dormir quand il pleut, avec le crépitement de la pluie sur le toit et tout. C'est très très agréable, voilà. Oui, C'est très agréable, on va s'arrêter là, Marco. Et on va peut-être passer au point route si Christelle Akoussa nous le permet. Allez, on va tout de suite en démarrant la matinée mobile pour s'arrêter. Première escale, on découvre en même temps que vous. Première escale, on y va. Normalement, vous êtes habitués maintenant à tout ce que nous vous proposons au niveau donc, de la route. Voilà, on a des problèmes techniques au niveau de la réception par rapport aux routes. Donc, on va revenir là-dessus vraisemblablement tout au long de ce rendez-vous. Oui, parce qu'on rappelle que nous avons les caméras en direct. C'est pas toujours évident. On a le point route en direct. Et donc, quelquefois, le dieu de la technique s'impose et puis nous fait faire de faux rendez-vous. Mais bon, on espère qu'on reviendra là-dessus avant la fin de cette émission. Pour le Renault Comment, Marco? Oui. Donc, c'est la fresque la plus grande au monde. Je ne sais pas si c'est la frasque ou bien la fresque. La fresque. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est un no comment. Normalement, on doit rien dire, on doit regarder. Silence. Voilà, il s'agissait bien d'une fresque et pas d'une frasque. Voilà, toutes nos confuses, comme le dit souvent Nostra culpa. Mea maxima culpa. Oui, donc, une fresque, et c'est assez impressionnant avec des éléments de la Côte d'Ivoire dedans. Cette fresque a été peinte par un artiste brésilien et c'est la plus grande fresque au monde. Avec du cacao. Ici, oui, nous avons également
des artistes qui font de très très belles choses comme ça. Par exemple, sur le mur de l'université Oui, oui. Félix Houphouët-Boigny, c'est ça? Normalement. On a eu des élèves de l'INSA qui ont fait de très très belles choses. Quand on passe, on peut apprécier tout le long de la paroi donc murale de l'université. Et voilà, c'est très très beau. On a des artistes de rue qui font de belles choses à la bombe, par exemple. On les voit souvent sous les ponts ou sur des murs de quartier. Ce sont des artistes qui s'exprime. On va passer à présent donc, au peuple Nzima, donc on est dans les infos croustillantes. Bah oui, allez-y, allez-y. La dernière fois, nous parlions pour le plus grand plaisir du peuple Ani. Aujourd'hui, on va se pencher sur les Nzima. C'est l'un des sous-groupes du peuple Akan en Côte d'Ivoire. Et selon le mythe Nzima, au début du monde, Dieu créa 7 tribus auxquelles appartiennent d'ailleurs tous les habitants de la terre. Les unes après les autres, ces tribus quittèrent Abolé, qui était le lieu de la création, ou encore le berceau de l'humanité. Elles descendirent donc sur la terre dans d'immenses cuvettes de bronze qui étaient fixées au ciel par des câbles. C'est ainsi que les Nzima expliquent donc la naissance de l'humanité. Finalement, nous sommes tous des anges, puisque nous serions tous descendus du ciel. Selon les Nzima, bien sûr, l'un des peuples Akan de Côte d'Ivoire. Et puis, il faut préciser aussi qu'il est difficile en Côte d'Ivoire de remonter si loin dans le temps, car les conditions climatiques ne permettent pas une conservation optimale des ossements les plus anciens. Bien qu'imprécise, la recherche fait néanmoins état de la présence d'industries lithiques sur le sol ivoirien. Et donc, la découverte de fragments d'armes et d'outils sur le territoire national attesterait donc d'une présence humaine très ancienne dans les régions de savane et de forêt, remontant probablement au paléolithique supérieur, c'est-à-dire la période entre moins 15 000 à moins 10 000 ans. Les Éotiliers comptent parmi les peuples les plus anciens de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, mais les plus lointains ancêtres que l'oralité reconnaît sont les petits hommes rouges peuplant les régions des forêts, à savoir le sud du pays. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire a été découverte au XVe siècle par des explorateurs portugais. Le pays est appelé tour à tour la côte des Maljans, ça on le savait, la côte des graines et de la Malaguette, la côte des dents, la côte du Morphil, pour ensuite prendre l'appellation définitive qui est la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte des Maljans, il faut préciser également que c'est par rapport à la réception hostile donc des peuples à l'époque, quand les colons, les Européens sont arrivés. C'est normal, parce que quand on ne connaît pas, on est un peu sur la défensive. Mais depuis, c'est la Côte d'Ivoire. Un mal homme, je dis ça comme ça. Une malfemme. Okay. Mais les Ivoiriens, vous le savez, sont des gens sympathiques. Et très hospitaliers. Ça a changé depuis. Hein. La preuve sur ce plateau également. Le symbole donc, du brassage et de l'hospitalité donc ivoirienne. Nous allons aller maintenant, mesdames et messieurs, dans un autre pan de cette émission avec un reportage. C'est un marché noir. Le marché noir dans le sens, ce n'est pas un marché officiel qui répond donc aux standards économiques, mais c'est un marché à Marcory. C'est au cœur de la commune de la capitale administrative Abidjan, à quelques encablures seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Marcory à Noumambo. Environ 100 mètres après le pont à la droite, un hangar. À voir les objets qui y sont amassés, on aurait dit un tas d'ordures, un grand dépotoir. Pourtant, c'est un marché. Djagaoussou. Là, c'est considéré comme un dépotoir industriel. Quand tu as ta marchandise, même si tu as cocodile, tant que tu n'es pas venu à Noumambo, tu ne peux pas gagner l'homme qui va payer. Comment ce marché s'est-il retrouvé là? Comment se ravitaille-t-il? On était à l'échangeur là, de là-bas, quand le projet de troisième point est quitté là, est arrivé, on nous a amené derrière on nous a ramené ici. Bon, quand il y a eu nettoyage des bordures d'eau, ils ont cassé nos barrages où on se défendait. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé en bas de grand appartement que M. Abi Raoul a financé pour le village. Bon, pour le moment, on est ici en attendant. Je ramasse les trucs comme les gens appellent ferraille. Je dépose, il y a des trucs dedans qui sont bons, il y a d'autres qui ne sont pas bons. Quelqu'un vient et dit, ah, il veut ça, je lui propose mon prix. Ah, on discute, il me donne quelque chose aussi, il prend, il s'en se défend avec. Dans ce bazar,
il n'y a rien d'inutile. Tout a une valeur marchande. La qualité ne se discute pas non plus. Parce que ce que je reçois, je lui dis la vérité de ce que je vends. Parce que je ne mens pas. Celui vient regarder et puis dit ça me plaît. Je te dis, ah, c'est un ancien truc que j'ai eu comme ça. Si toi, tu es intéressé à payer comme ça, le voici. On discute, tu prends. Là, si tu es allé trouver c'est bon, si ce n'est pas bon, tu répares. Bon, moi, j'ai payé à 500. Si c'est magasin, ils vont nous dire 1500. Si tu n'as pas de moyens, tu peux venir choisir ici ce que tu veux. Là, tu peux payer au moins 500, 700. Ça peut t'arranger. Quand ça ne marche pas, on va dire que vraiment c'est nos sens. Parce qu'on a payé moins cher. La lutte du marché fait dire à certains que Djagaoussou est tenu de bandits où se mêlent drogue, agression et prostitution. Si la majorité, tu prends ici sur 26e, tu ne vas pas voir un vagabond. Moi, je confirme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui est agresseur. Jamais. Ici, là, ce sont les brouillards, derniers cris même qui sont ici. Les recelets, ce n'est pas nous. Les recelets, c'est les grands qui se trouvent derrière là-bas, qui ont des conteneurs, c'est les recelets. Sinon, nous, on n'a pas de recelets. Nous, c'est du recyclage. C'est que l'on n'a pas besoin qu'ils ont jeté sur le patron, c'est gâté, il n'a pas besoin, il a jeté. Voilà, c'est ça nous on reçoit. Malgré les mauvaises odeurs et la précarité, il constitue une manne financière pour plusieurs familles dont la survie dépend de son existence. Regarde lui là comme ça, à son âge. Tu sais, ça fait combien d'années il est dans Ferraille? Il nourrit même une famille complète à son âge. Bon, aujourd'hui, si monsieur le maire arrive qu'il a besoin de son hangar, le travail est arrêté, le chômage reprend. Les marchandises exposées à Djagaoussou donnent raison à l'adage. Rien ne se perd, tout se récupère. Eh bien, dis donc. Il y a même des médailles dans ce marché. Et moi, en tout cas, force à eux, parce que ce n'est pas du tout évident de travailler dans ce milieu-là. Déjà, les ordures, la récupération et tout, et Kanzli est bien placé pour le dire. Et ils l'ont dit, ce sont des grouilleurs dernier cri. Donc, force à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et puisque ce marché de Djagaoussou est à Marcory, à Numombo, on va en profiter pour vous donner le programme du FEMUA qui démarre dans, on va dire, 6 jours, le mardi 25 avril précisément. Donc, on aura un concert à 21h de Soul Banks à l'Institut français. C'est au plateau parce que vous le savez, désormais, les activités sont éclatées un peu partout à Abidjan. Ce n'est plus uniquement sur le site. Et le mercredi, on va vous donner des points forts. On ne pourra pas tout dire parce qu'il y a tellement de choses. De 9h à 17h, il y aura le FEMUA Kids à Marcory, à Numombo. Donc, ça ne concerne que les enfants. Et puis, 21h, concert live de Marema, vous la connaissez, très belle artiste, très bonne également. Délicieuse. À l'Institut français, toujours au plateau, jeudi 27 avril, la cérémonie d'ouverture et des actions sociales à Marcory, à Numombo. Et la première soirée de concert live à Marcory, ce sera à partir de 21h le jeudi. Et puis, toujours à 21h, en même temps, il y aura une soirée privée par le partenaire officiel à Marcory Cap Sud. Et puis on n'oublie pas également que cette année, il y a une pensée particulière, surtout, donc on va fouler également, le FEMUA va fouler les terres d'Adiaké, à quelques encablures d'Abidjan, avec un concert live à Adiaké. Mais avant, on aura le volet didactique, on aura des conférences de presse qui vont rythmer également cet important festival, activités sportives également, et puis des concerts. Et puis on va penser également à l'environnement. Vous savez que c'est un thème qui est très cher à nos amis les magiciens, donc, et également à l'UNESCO qui saupoudre et qui parraine tant soit peu cette manifestation. En tout cas, on espère que vous allez briller par votre présence donc à ces différentes pulsions et vibrations du FEMUA, 10e anniversaire du FEMUA et 20e anniversaire du groupe Magic System. En attendant à l'installer, Pro de la Récup, elle le prouvera aujourd'hui avec les objets hétéroclites que vous voyez sur ce plateau, donc des colliers, mais qui sont faits en certaines matières assez insolites. Il sera donc question de récupération informelle des déchets, tout ça dans la valorisation des déchets ménagers, juste après ce jingle. La reine de la récup en Côte d'Ivoire s'appelle Kanzli Mideh. Sur ce plateau donc, de Matin Bonheur, on a des colliers. Eva et moi, on a donné des surnoms. Hein. Ça, par exemple, c'est avec des bouchons de vin. C'est vous qui l'avez baptisé. Mais non, je n'ai pas encore dit le nom. Non, on précise que c'est vous qui l'avez baptisé. On précise que c'est le nom. C'est un nom. Pour vous donner un peu l'idée du nom que j'ai donné à ce collier, c'est un rapport avec la Pâque. Et, enfin bref. Et puis, ça vous irait très bien, ça. Ouais. Je vous donne la médaille. Attention à mon foulard, il ne faut pas le faire tomber.
Oh là là. Bon, j'espère qu'il ne gêne pas le micro. Ah oui. La médaille de Béoumi en direct donc à Mani. Bonjour Kanzli. Bonjour Marceline, alors, bonjour Eva. Tout ce que nous voyons sur ce plateau est subséquent à une certaine récupération. Tout à fait, tout à fait. C'est magnifique ça. Oui, tout à fait. Alors je l'ai dit tantôt dans mes précédentes émissions, disons mes chroniques, que les déchets ne sont plus quelque chose de quelque chose qu'il faut je dois dire, jeter, qu'il faut voir ça de façon mauvaise. Au contraire, c'est un trésor, c'est une mine d'or. Comme je l'ai dit, l'ordure. De l'ordure, tout à fait. Donc tout se transforme, rien ne se jette. Tout à l'heure même, Franck Wadjo l'a dit dans son reportage. Alors, comme vous le voyez sur le plateau, ces déchets-là qu'on appelle justement cette récupération informelle des déchets ménagers, d'abord je fais disons, une petite situation d'abord pour vous expliquer ce que c'est que la récupération informelle des déchets, parce qu'il faut que aussi les téléspectateurs sachent. Donc, la récupération informelle des déchets, c'est bien l'activité qui consiste à trier et extraire justement manuellement des matériaux recyclables de diverses manières, réutilisables depuis des déchets ménagers dans les décharges légales comme illégales, dans les poubelles et dans bien d'autres endroits. Et cette activité est généralement appelée faire de la poubelle. Alors, cette activité est de façon, il faut récupérer tous ces déchets. Alors, toutes les autres façons consistent justement à récupérer à la source avant qu'ils ne soient mélangés aux autres déchets ou à récupérer de façon organisée par personne bien sûr interposée. Alors, on estime ici dans le monde entier plus de entre 2 à 6 millions de personnes qui exercent cette activité-là. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que cette activité existe. Si vous partez à la décharge d'Akwedo, vous verrez toutes ces personnes qui sont à la décharge en train de trier. Mais il y a également une autre forme de récupération des déchets qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est justement de ça que nous allons parler. Et Eva et Marcelin, nous allons parler... Il nous reste 2 minutes, donc on va aller rapidement par rapport à... Nous allons parler justement de ces déchets-là, qui sont des déchets utilisés de façon professionnelle. D'accord. Alors, ce n'est pas des déchets d'ordre alimentaire, c'est plutôt des déchets un peu plus solides. Donc, comme vous le voyez sur ce plateau, voilà. On a déjà... Le collier dont Marco parlait tout à l'heure. Voilà. C'est celui-là qu'elle a choisi. Donc, on connaît maintenant les origines. Ça, c'est fait à base tout simplement des bouchons de liège. Voilà, de liège de vin ou de champagne. Voilà. On sort de la Pâque, on est toujours dans la semaine pascale. Quel rapport ça va? Je ne comprends pas le rapport. Et donc, voilà, associé à des perles, tout simplement. Voilà, associé à des perles qui font qui devient un collier vraiment merveilleux et splendide, qu'on peut porter à tout moment. Et ça, par exemple, c'est avec des... Oui, ça c'est fait avec, comme vous le voyez, les mailles là, c'est fait avec les os de poisson, enfin de requin. Voilà, ça ne sent pas du tout. Il n'y a pas d'odeur. Au contraire, elle a bien travaillé ses os. Ah ouais, voilà, c'est une dame maman Daillé. Voilà. C'est des graines de... Ça, c'est les graines de palme. Voilà, des graines. Très travaillées. Voilà. Au lieu de jeter quand on finit. Voilà, la sauce graine sur votre cou. Voilà. Quand on finit, au lieu de jeter à la poubelle qui va polluer l'environnement, on récupère tout cela pour en faire des choses. Et il y a aussi ça. Oui, ça c'est du papier. Alors ça, c'est fait à base de papier. Donc, il ne faut plus jeter vos papiers, il ne faut plus jeter vos journaux, vos prospectus. C'est fait, tout cela, on les récupère pour en faire de très j'aimerais que vous commentiez également la parure que vous portez. Ah oui, ce que je porte... C'est très original, ce sont des bûchettes d'allumettes. Des bûchettes d'allumettes, c'est fait... Ne vous en faites pas, c'est tellement intéressant qu'on va, même après le journal, on revient. Donc, allez-y, commentez. Voilà, à base de bûchettes d'allumettes. Donc, dorénavant, ne jetez plus les bûchettes d'allumettes quand vous allumez, vous pouvez garder. C'est vraiment des allumettes? Bah oui, c'est des allumettes. Usagées. Bah oui, c'est des allumettes avec un peu quelques toupies à l'intérieur. Voilà, c'est des allumettes. Amélie, je vais allumer ces allumettes. Alors, ne mettez pas le fond au plateau, Marco. Donc voilà, il y a toute cette beauté-là qu'on ressort des ordures, donc dorénavant, des déchets. Il ne faut plus jeter les choses, tout se transforme, rien ne se perd. Alors, on va revenir avec Kanzli tout à l'heure. On va allumer d'une certaine manière, mais de façon positive, ce plateau. C'est magnifique tout ce qui est dit. Le journal dans quelques instants, mais avant, soit l'agenda ou bien la météo. Ce qui est sûr, on se retrouve juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux intéressera le littoral avec par moments des averses depuis tôt le matin avant de faire place à un temps partiellement nuageux. Le nord et le centre seront sous un temps très instable avec des possibilités de pluie notamment au nord-ouest. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures attendues au cours de cette matinée, 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké et à Bondoukou. Boaké affichera 26 degrés, 25 degrés à Daloa, 26 à Timbokro, à Gagnon à 25 degrés, 24 degrés à Korogo. Moi affichera 25 degrés, 26 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, mais aussi à Tabou et 26 degrés à Yamoussoukro. En début de période, au cours de l'après-midi, la forte insolation et l'humidité entraîneront de l'instabilité sur les zones du sud-ouest, centre, nord et l'ouest du pays. Cette situation débouchera en fin de période sur des orages accompagnés de pluies localisées. Partout ailleurs, le temps sera partiellement ensoleillé. Le mercure affichera 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bondoukou, 34 à Boaké, Daloa 32 degrés, 36 degrés à Dimbokro, à Gagnon on notera 34 degrés, 37 degrés à Korogo, Man affichera 34 degrés, 37 degrés à Odiéné, à San Pedro on notera 31 degrés ainsi que dans les villes de Sassandra et Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La population du Sud Comoé mobilisée hier mardi au palais présidentiel pour dire merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un merci en reconnaissance de la nomination de Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président de la République et de plusieurs ressortissants de cette région au sein du gouvernement et dans l'administration publique. Fort de cette marque de reconnaissance, les populations du Sud Comoé ont réitéré leur soutien ferme au président de la République pour toutes les actions menées en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a placé à notre frère Daniel Kablan-Duncan, bien sûr, nous honore, mais en même temps, nous fait voir que c'est une très grande responsabilité que nous devrons pouvoir assumer nous aussi autour de lui pour le conseiller, pour le soutenir et par la même occasion soutenir le président dans toutes ces grandes réalisations qu'il est en train de réaliser pour le bien-être, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir porté son choix sur un de nos frères pour l'accompagner dans la difficile mission qu'il a à conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et nous allons retourner pour rendre compte aux populations de ce que le président a dit, des remerciements et des félicitations qu'il a proférées vis-à-vis de notre frère, le vice-président Duncan. Le Sud Comoé est venu dire au chef de l'État qu'il le soutient dans sa gouvernance et qu'il l'encourage dans toutes les épreuves qui sont vécues en Côte d'Ivoire. Et nous voulons qu'il continue de gouverner la Côte d'Ivoire davantage bien. Cette vaillante population du Sud Comoé est venue lui témoigner tout son attachement à sa politique, à sa personne et ainsi également à toutes les actions qu'il pose en faveur de la région, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, Daniel Kablan-Duncan, élevé au rang de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les populations du Sud Comoé ne pouvaient pas rester insensibles à cet acte de haute portée et ces populations ont tenu à venir dire merci au président de la République. On peut dire aujourd'hui que entre le président Alassane Ouattara et le Sud Comoé, c'est un mariage d'amour qui est fait pour durer. Nous savons pouvoir compter sur le vice-président Kablan-Duncan, qui est un grand homme d'État. Et nous avons l'assurance qu'il pourra vraiment
atteindre les objectifs aux côtés du président de la République. En le choisissant, le président Alassane Ouattara assure la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire, nous permet d'envisager des lendemains meilleurs, pacifiques et prospères pour la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de bonheur, de joie, mais surtout de savoir qu'un ressortissant de Bassam, Daniel Kablan-Duncan, est un homme compétent, avec une statue d'homme d'État, et qu'éventuellement tous les dossiers qui lui seront soumis seront des dossiers qui seront bien négociés parce qu'il en a la capacité et la compétence. Monsieur le Président de la République, votre peuple du Sud Comoé est venu aujourd'hui, le cœur ouvert, le désir ardent de vous parler, le désir ardent de vous rencontrer depuis longtemps, de vous toucher, de vous dire merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire depuis que vous avez accédé à la tête de ce pays. Merci pour ce que vous faites pour le Sud Comoé. Merci pour ce que vous faites pour les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accordé au Sud Comoé cette audience. Excellence, Monsieur le Président de la République, mot pour la confiance toujours renouvelée à l'égard du Sud Comoé. Mot pour les projets structurants initiés dans le Sud Comoé, notamment lors de votre passage historique et mémorable les 15 et 16 septembre 2015, et dont les retombées sont patentes et évidentes encore aujourd'hui dans notre région, avec les travaux en cours et les projets programmés dont la réalisation ne fait l'ombre d'aucun doute. Excellence, Monsieur le Président de la République, mot pour la bienveillante attention accordée au Sud Comoé, pour le choix de certains de vos plus proches collaborateurs, notamment la nomination dans le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de M. Marcel Amontano en qualité de ministre des Affaires étrangères, la reconduction de M. Jean-Claude Brou à la tête du ministère de l'Industrie et des Mines et d'Albert François Michia comme ministre des Sports et Loisirs, mais aussi la nomination d'ambassadeurs, dont certains sont présents ici, de directeurs généraux, de conseillers économiques, sociaux, culturels et environnementaux, etc., tous fils du Sud Comoé. Ceci posé, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes là, à titre principal, pour vous dire, ainsi que l'a exprimé le ministre Marcel Amontano et notre cantatrice, pour vous dire mot. Mot pour l'honneur que vous avez fait, encore une fois, au Sud Comoé en choisissant un de ses plus illustres fils, en l'occurrence, M. Daniel Kablan-Duncan, pour faire de lui le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer ce journal. Difficile, vous le savez, de dire combien de pain consomment les Ivoiriens chaque année. Impossible aussi de ne pas avoir constaté la floraison d'enseignes de boulangerie ici à Abidjan. Depuis quelques années, apparaît dans nos quartiers un nouveau genre de boulangerie-pâtisserie au décor chic qui mettent d'entrée de jeu l'eau à la bouche. Le secteur de la boulangerie connaît un regain d'activité. Le point avec Didier Nguessan et Christelle Menant. De 500 enseignes en 2003, on enregistre en 2016 plus de 800 boulangeries-pâtisseries, rien qu'à Abidjan. Si les chiffres enflent, ce n'est pas le fait du levain. Pour une baguette vendue à 150 francs, le bénéfice brut est de 50 francs CFA au minimum. Il s'en vend plus de 4 millions chaque jour dans le pays. La boulangerie est un secteur rentable et chaque boulanger y va de sa méthode pour augmenter les profits. Alors que certains rognent sur la qualité des produits de base, d'autres investissent dans le marketing ou dans le matériel de production. C'est le cas de cette enseigne, élue meilleur boulanger d'Afrique en 2013. Pour satisfaire le flot incessant de clients, la famille Tan a choisi d'acquérir du matériel qui lui permet de produire plus de 640 pains par cuisson. Donc justement avec le matériel que nous avons acquis aujourd'hui, on peut se permettre de produire 2 fois plus que ce qu'on produisait à l'époque. Aujourd'hui aussi, avec les machines que nous avons achetées, on peut obtenir des pains très diversifiés
la variété est plus importante et cela est très important justement de pouvoir se diversifier par rapport à la concurrence qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Un laboratoire, comme il l'appelle, de plus de 1800 mètres carrés, équipé à plus de 250 millions de francs CFA. Tous ne peuvent pas se permettre du matériel d'une telle valeur et compensent en misant sur le marketing. Couleurs, vitrines, les enseignes mettent l'eau à la bouche. Madame Silla a dépensé près de 20 millions de francs CFA pour rénover cette boulangerie reprise en 2014, soit 40% de l'investissement total. J'ai voulu faire quelque chose vraiment de nouveau, de parfait, d'extraordinaire dans mon pays. C'est pour ça que j'ai investi dans le design, dans l'enseigne, le marketing, dans les couleurs. Des arguments qui ne laissent pas indifférents les riverains. Pour la boutique, ici, ce n'est pas le même emballage. Et ici, il y a les emballages qu'on nous donne à la boutique, on met dans les châssis. Vous mettez les papiers, on envoie les papiers. Après l'attrait, la fidélisation. Seul gage, la qualité du produit. S'y attellent plus de 10 000 employés de boulangerie-pâtisserie, dont la plupart ont été formés sur le tas. En 2016, ils sont environ 1000 apprentis boulangers à sortir des 6 écoles de boulangerie que compte la Côte d'Ivoire. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une très bonne qualification à la boulangerie avant de parler d'installation. Cette formation de 6 mois coûte 1 500 000 francs CFA. Mais ces apprentis inscrits à l'AGEFOP ne déboursent aucun franc. L'une des matières premières qu'on utilise tous les jours, c'est la levure. Elle va produire du gaz qui donnera du volume et elle va produire de l'alcool qui donnera le goût. On aura un pain avec une bonne odeur, un meilleur croustillant et une meilleure conservation sur la durée. Et c'est ainsi qu'une baguette s'apprécie, du moins objectivement. Une longueur de 60 cm et un poids compris entre 200 et 250 grammes. La majeure partie des baguettes consommées ne remplissent pas ces critères homologués par le ministère du Commerce. Autre entorse à la réglementation constatée sur le terrain, les règles d'hygiène, notamment lors de la distribution. La distribution ambulante de pain est interdite, tout comme la vente en porte-à-porte ou dans les boutiques de quartier. La loi exige de chaque distributeur une autorisation délivrée par la mairie sur présentation notamment d'un certificat médical. Semi-industrialisation, marketing, formation, la boulangerie fait sa mue dans le pays. Le chiffre d'affaires du secteur, estimé à plus de 9 milliards en 2016, devrait continuer de progresser à condition qu'on y garde un œil. Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a rencontré samedi dernier à la salle des fêtes de Yamoussoukro les artisans, commerçants et dirigeants des PME de la région du Bélier. Objectif, échanger avec eux et leur présenter les perspectives qu'offre le gouvernement en matière de commerce, d'artisanat et de promotion des PME. Le reportage est signé Gabriel Zani. Le pain tissé Médine, région du Bélier, doit se consommer localement et se vendre hors du pays. Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce, ici face aux artisans, commerçants et dirigeants des PME de la région du Bélier. Une rencontre tenue ce samedi 15 avril à la salle des fêtes de Yamoussoukro, à la faveur de Pakinou avec pour thème industrie du pain traditionnel et émergence de nos régions. Nous avons voulu, compte tenu du thème qui concerne le pain dans nos régions, nous avons invité tous les artisans de toutes les régions qui produisent le pain en Côte d'Ivoire pour les encourager, les féliciter pour qu'ils puissent participer effectivement et de manière pérenne à une telle manifestation et d'être visibles sur le plan national. Sortir de l'informel et contribuer à l'amélioration du PIB. Voici la vision qui sous-tend les perspectives du gouvernement en matière de promotion de l'artisanat. Les défis de l'industrialisation et de la promotion du pain traditionnel se posent en 4 points. La conquête de nouveaux marchés, la sécurisation des approvisionnements en fibres de coton, la certification de la qualité du pain et le recasement des tisserands dans des espaces de travail améliorés. Je voudrais vous rassurer de ce que les actions que nous avons commencé à réaliser sont concrètes et permettront à brève échéance de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs, de moderniser le secteur en vue d'accroître sa contribution au PIB. Parce que nous représentons, Palais du monde des artisans, 40% de la population active, et je dirais seulement 12% du PIB
Il faut que la corrélation soit plus forte que cela et nous allons y travailler, mais ensemble. Pour améliorer l'assiette fiscale de la Côte d'Ivoire, les artisans, commerçants et tisserands doivent devenir de vrais agents économiques. Hier, mardi matin, 2 hommes ont été arrêtés à Marseille, en France. Ils sont soupçonnés de préparer un attentat terroriste à quelques heures de la présidentielle française. Âgés respectivement de 23 et 29 ans, ces 2 hommes sont bien connus des autorités pour leur radicalisation. Depuis 2012, la France a été confrontée à plus d'une dizaine d'attaques terroristes. On fait le point de tout cela avec Massokone et Michel Digré. À 5 jours de la présidentielle en France, la menace terroriste reste toujours présente. 2 hommes âgés de 23 et 29 ans, soupçonnés de préparer un attentat imminent, ont été arrêtés ce mardi matin à Marseille. Ils l'ont fait tomber. Il avait le plâtre à main gauche ou main droite, je ne me rappelle plus. Après, ils sont mis dessus. Après, 2 policiers, je crois qu'ils sont pris des distances. Ils ont sorti le revolver en cas de danger pour leurs collègues. Contrôlé, après ils ont mis le cagoule et le monote. Et après ils l'ont embarqué. Après leur arrestation, plusieurs armes de différents calibres ainsi que du matériel rentrant dans la composition d'explosifs ont été retrouvés lors d'une perquisition dans leur appartement. Face à la menace terroriste, à quelques jours du scrutin présidentiel, le ministre français de l'Intérieur, Matthias Fek, rassure. Je veux rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous majeur pour notre démocratie et pour notre République. La France, sous François Hollande, a été durement éprouvée par les attentats terroristes. Une dizaine perpétrés ou déjoués de 2012 à ce jour, dont les plus violents restent l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, au cours duquel 17 personnes sont tuées par 3 terroristes. En novembre 2015, une série de 7 attaques perpétrées par 7 terroristes à Paris et Saint-Denis. 129 personnes tuées. En juin 2016, ce sont 2 policiers qui sont abattus à Yvelines. Un mois plus tard, 84 personnes sont tuées lors de l'attentat de Nice. L'actualité internationale en bref. Au Niger, le boycott des cours dans les universités s'est poursuivi hier mardi après les affrontements qui ont fait un mort, un étudiant, le lundi 10 avril dernier. Les étudiants ont cependant obtenu gain de cause de la part des autorités. Les 4 personnes placées en prison depuis les affrontements du campus ont été libérées. Elles ont déjà rejoint le campus. Le mécontentement reste néanmoins perceptible. En RDC, le chef de la police de Kinshasa, Célestin Kanyama, vient d'être suspendu et remplacé temporairement par le colonel Elvis Pangala Nawedge. Le général Kanyama est pourtant un personnage clé du dispositif sécuritaire congolais. Officiellement, il n'y a aucune explication à cette mise à l'écart, ni sur sa raison, ni sur sa durée. Une attaque meurtrière a ciblé ce mardi 18 avril un camp militaire dans la région de Tombouctou au Mali. Le bilan provisoire fait état de 4 soldats maliens tués, 16 autres sont blessés. La force française Barkhane a mené une opération antiterroriste dans la foulée et a tué plusieurs personnes. Et pour terminer, en RDC, le gouverneur de la richissime province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, a été destitué après un vote à l'unanimité d'une motion de censure à l'Assemblée provinciale. 24 députés sur les 30 que compte cette Chambre ont en effet voté la destitution du gouverneur. La cause de ce désaveu, la mauvaise gestion de la province du Haut-Katanga, notamment de possibles détournements de fonds publics, mais aussi des cas de passation de marchés publics en violation de la procédure. C'est la fin de ce journal. À demain, 6h30. À demain, Monsieur Diaby. Merci. Merci, monsieur. Vous suivez Matin Bonheur, votre matinale hyper vitaminée. Ah oui, moi, j'aurais bien vu mettre un collier pour le Hamza, restez. Kanzli, qu'est-ce qu'on lui donne à Hamza? Celui-là?
Ah oui. D'accord. Je vous fais chevalier. Je vous fais chevalier de l'ordre de la matinale. Merci. Comme il est beau. Merci. Ça mérite quelques applaudissements. Voilà pour tout ce que vous faites pour le journal. Voilà, alors juste après la revue de presse, on merci. à Fatim Djedje. Merci. On rappelle que vous suivez Matin Bonheur, votre matinale hyper vitaminée, survitaminée même je dirais, multivitaminée sur RTI 1. Oui. Nous avons la pêche ce matin et je pense que c'est assez visible sur ce plateau. Kanzi Mindé avec nous, elle nous parlait de déchets de récupération. Oui. Elle restera avec nous pour en parler juste après la revue de presse de Fatim Djedje qui attend son collier. A tout de suite. Et oui, j'y tiens à ce collier. Allez, on va démarrer avec une information politique, c'est-à-dire dans l'expression. On va s'intéresser au RDR. Si pour l'instant, la date du 3e congrès ordinaire n'est pas encore connue, on sait en revanche que les pré-congrès régionaux se tiendront du 27 au 30 avril. Et ce congrès ordinaire du RDR sera ou devra être, à en croire Amadou Soumaoro, un congrès de remobilisation et de solidarité militante. Justement, au registre des mots qui minent le parti, le plus important reste sans conteste l'attitude de ces cadres qui, une fois nommés à des postes à haute responsabilité, ont préféré changer de numéro de téléphone et tourner le dos aux militants. Alors ces pré-congrès et ce congrès, on l'imagine aisément, ne seront pas de tout repos pour les responsables du RDR. Affaire à suivre. On va s'intéresser maintenant à l'Assemblée nationale dans le Nord-Sud. L'article est présenté par Nord-Sud. En adoptant jeudi dernier le calendrier de la session ordinaire de l'année 2017, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de donner la place importante aux questions orales et écrites avec débat. Et oui, cette année, les ministres auront à s'expliquer devant les députés. Il s'agira de donner la possibilité à chaque député de poser à un membre du gouvernement une question orale portant sur un sujet précis accompagné d'une demande de débat et ainsi obtenir des précisions sur l'action ou la gestion du gouvernement. On va maintenant prendre la direction du pays des hommes intègres, c'est-à-dire dans l'Inter. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés le 27 avril pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Le gouvernement et Blaise Compaoré, en tant que ministre de la Défense, sont poursuivis par la Haute Cour de justice pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants et 88 personnes blessées. Alors, parallèlement à cette justice institutionnelle, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'Union nationale, créé après la transition, a sur son bureau plus de 5000 dossiers de crimes à traiter, datant de 2014, mais aussi des années 60 pour certains. Et là, l'Inter propose une interview de son président Benoît Cambou qui répond donc au journal. Je vous laisse lire l'intégralité de l'interview dans le journal, mais déjà la première question. Quand on lui demande si sa mission est quasi impossible, il répond « Je ne dirais pas une mission impossible, mais une mission à la fois délicate parce que réconcilier toute une population sur la base de dossiers de crimes, de sang, de crimes économiques, de différentes affaires de droits humains, ce n'est pas une mince affaire, reconnaît-il. Allez, on va parler un peu de sport maintenant. Si vous le voulez bien, avec l'intelligent d'Abidjan, le président de la Fédération ivoirienne de basketball a fait le point de la préparation de la sélection féminine pour les 8e Jeux de la francophonie. Et selon lui, cette préparation, à moins de 3 mois du coup d'envoi de la compétition, est au point mort. Il nous dit, je le cite, « Nous avons commencé la préparation de la sélection féminine il y a cela 12 mois et nous avons donc dû arrêter par faute de moyens. Nous avons repris cette préparation, mais sur fonds propres dès maintenant. » Alors, il nous précise que rien n'a été décaissé et donc il s'inquiète pour la suite des Jeux. On reste dans le sport avec un cri de colère de la part de nos cyclistes ivoiriens. Ils ont donc participé à la 26e édition du Tour du Togo sans moyens et dans l'indifférence générale, il faut le dire. Malgré tout, les 6 éléphants désignés pour défendre le drapeau tricolore n'ont pas failli à leur mission, bien au contraire. Ils sont revenus avec la médaille, le trophée de la première place au classement général. Le maillot du meilleur africain ainsi que celui du meilleur grimpeur leur a donc été donné. Alors c'était un gros défi, nous disent-ils.
Ils l'ont fait pour la patrie et ils espèrent maintenant que ce résultat va inciter nos autorités à s'intéresser au sikhisme qui souffre énormément. Allez, on leur tire notre chapeau. Bravo à vous. On prend la direction de l'international. On va s'intéresser à la présidentielle française, mais d'un point de vue économique, c'est-à-dire dans Challenge, à 5 jours du premier tour de la présidentielle, l'inquiétude monte au sein des grandes entreprises présentes en France, dans le sillage du Brexit et d'autres élections comme celle de Donald Trump. Les entreprises redoutent que les électeurs français fassent péter le système ou pire, que l'indécision générale favorise un scénario à l'espagnol ou à la belge avec une absence de majorité à l'Assemblée nationale après les élections législatives de juin qui conduirait bien sûr à un blocage politique dans le pays. Alors pour les spécialistes de l'économie, la situation est pire qu'en 1981. Un expert nous dit que c'est un peu comme si on retenait notre souffle. Tous attendent avec impatience le soir du premier tour pour y voir plus clair. Je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Allez, l'insolite, l'histoire d'un grand bébé. Vous allez le voir à l'écran, c'est la petite Chahat Kumar, née il y a 8 mois dans le nord de l'Inde, qui pèse déjà 17 kilos, soit 2 fois le poids habituel constaté chez les enfants de cet âge. La situation préoccupe les parents. Vous allez les voir apparaître à l'image avec la petite. Et donc le père explique son désarroi face à sa fille qui demande sans cesse de la nourriture et pleure quand elle n'en reçoit pas. Son poids est comparable à celui d'un enfant de 4 ans. Alors, ici même, hier, je disais à la réalisatrice Christelle Akoussa à quel point j'aime les bébés potelés. Et bien là, on va dire que je suis gâtée, même si j'espère pour elle qu'elle va retrouver un poids normal pour s'assurer une bonne santé et une bonne croissance. Alors maintenant, c'est l'heure du collier. Je vous le donne, venez. Je vous fais. C'est dans l'ordre de quoi? Dans l'ordre de la revue de presse, on dira. Oh là là. Merci. Oh là là. Alors là, elle s'est transformée en vaïnée du coup. Elle nous fait une danse du ventre. Merci. Voilà. Et puis, on va revenir sur la dernière info, là, le petit bébé obèse. Bizarrement, on a bien souvent, en Inde, on ne sait pas pourquoi, ce genre de cas qui se présente en Inde. Et moi, j'ai vu la dernière fois un bébé, bon, il n'était pas aussi gros, mais un bébé qui avait, je pense, qui avait dépassé le poids normal. Il était très potelé, voire un peu trop. Il faut faire attention au diabète et tout ça. Ce sont des maladies dont peuvent souffrir les enfants les plus jeunes. Donc les parents, il faut faire attention à l'alimentation des bébés. Il y a une certaine prépondérance, et même au niveau même de quand les reins peuvent être touchés. Exactement. Même quand on est bébé, ça n'est pas une personne. Et ça, il faut, on ne le dira jamais assez, avoir l'attention de tous les instants par rapport aux parents. Kanzli est toujours avec nous. Oui, 5 minutes, parce qu'il est 6h55. On récapitule, c'est la récup. Aujourd'hui, nous sommes en mode récup. Récup, oui, tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit, les déchets, il ne faut plus les jeter, il faut les utiliser, les valoriser surtout, parce que c'est cela. Il faut donner de la valeur à ces déchets-là pour en sortir des merveilles, comme on le voit sur nos plateaux ici. Et donc, du coup, il y a justement en Côte d'Ivoire cette dame vaillante, là, qui est du côté d'Arubo Baouli, comme je l'ai dit toujours, cette belle cité d'Abidjan, qu'on salue au passage tous les habitants. Cette dame-là qui a décidé de s'investir dans ce secteur d'activité, de récupérer des objets que nous jetons d'ailleurs, comme les bûchers d'allumettes, des papiers qu'on n'utilise plus, les journaux, et même les sacs de cacao, enfin tout ce qu'elle trouve, voilà, les sacs de cacao. Justement, vous êtes vêtu donc d'une belle jupe faite dans cette matière. Le pagne que je porte d'ailleurs est fait à base de ce sac que vous voyez là de cacao. Très donc c'est des choses recyclables et des choses... Donc là, je pense que le pagne a été teint. Oui, elle a travaillé le pagne de sorte que les fibres soient assez solides et elle a teint le pagne, le tissu, tout et tout. Et puis voilà, elle a donné cette belle texture tout à l'heure, vous allez voir si je me lève. Oui. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut vraiment valoriser. On se plaint qu'il y a le chômage un peu partout. Alors ça, ce sont des sources de travail aussi. Les jeunes, voilà, de revenus, tout et tout. Donc les jeunes peuvent s'y investir. C'est porteur, voilà, économiquement, tout à fait. Donc voilà, ça c'est fait à base de papier. De papier. Ah oui, c'est du papier. Oui, c'est du papier. Est-ce que vous l'avez vu le très tâté. Du papier. C'est du papier. Bah oui, du papier comme ça, par exemple. Elle a mis du... Après, avec Kanzli, j'ai envie de dire, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Voilà, tout est merveilleux, comme on le dit. Voilà, en tout cas, ces colliers, Madame... comment elle s'appelle, la dame? Madame Daillé. Madame Daillé, vos colliers ont eu beaucoup de succès sur ce plateau. Hamza a eu le sien. Fatim Djedje également. Madame Govoy, qui nous regarde, a le sien, voilà. Vous le lui donnerez de ma part.
Merci. Et puis moi, je vais en prendre un également. Ah, c'est vraiment très beau. Très beau. Alors, Kozli, on va synthétiser pour finir. Voilà, c'est pour tout simplement dire qu'il faut aimer tout ce qui nous entoure. C'est la nature. Il faut savoir valoriser tout ce qui nous entoure, les objets, les déchets et autres. Et puis, il faut se pencher dans ce secteur car il est très porteur. L'économie verte, elle est très importante. C'est pour la vie. Très bien. On va vous accompagner d'ailleurs avec la caméra, histoire de voir la beauté de votre Espagne. Allez, voici l'instant défilé de mode de Kanzli Midé. Voilà, récupérez votre... Je ne suis pas mannequin, je ne sais pas bien marcher, mais voilà. Le paille, il est là. Vous êtes notre mannequin. Sur ma terre, oui, je suppose. Donc voilà, il est fait à base de ça, de ce paille. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. À mercredi, n'oubliez pas vos tablettes. Mais par contre, si vous pouviez oublier les colliers, ce serait super. On va se servir, Max. Là, toute la famille va là. Franchement, non. On part tout de suite au petit-déj. Non, on a un point route en midi. On a un point route. Point route, donc on va aller à un point route. On va prier les dieux de la technique pour que ça marche. Point route, c'est parti. Et nous sommes direct sur le pont Félix, le pont de Gaulle. C'est au plateau, bien évidemment, il fait face au pont Félix Houphouët-Boigny. Ce pont-là, bien sûr, relie le plateau aux communes d'Abidjan Sud, on va dire Treichville, Marcory, Zone 4, etc. etc. Et ce matin, il n'y a pas beaucoup d'affluence, vous pouvez prendre tout votre temps. Par contre, je vois de gros nuages noirs à l'horizon, une belle pluie s'annonce à mon avis. Je ne suis pas experte en météo, je dis ça, je dis rien. Ok, allez, sortez avec vos parapluies, au moins ça, ce serait ça de fait. Et puis, on va faire un peu le tour, comme les magnifiques colliers. On va en offrir donc à Madame Assou Nguessan qui vient d'arriver sur ce plateau. Treichville, ça va, même si c'est en mode saccadé, mais en tout cas, ça va. La circulation n'est pas trop intense en ce moment et on remarque également que la pluie est menaçante. Le temps est menaçant, On a encore une escale, oui, ce sera aux deux plateaux cette fois où le temps est vraiment gris. Vraiment. Ah oui, il y a même, on a vu un éclair en direct là. Ah oui. Oui, il y a eu un éclair en direct. L'histoire de la télé a changé, on a vu un éclair en direct. Un deuxième en plus, un deuxième. Faites très attention, soyez très prudents sur les routes. Là, après les fêtes de Pâques, on a repris les activités, le travail, etc. Donc il y a un peu plus de bouchons que lundi où c'était vraiment vide, donc soyez prudents. Comme c'est son quartier, comment comme ça. Merci beaucoup à vous. Il est exactement 6h59, bientôt 7h en direct sur RT1. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On aimerait avoir une pensée pour tous ceux qui ont beaucoup bossé par rapport à la circulation pendant ces fêtes de Pâques. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts, mais comparativement aux années dernières, quand même, c'est plus ou moins... Il y a eu quand même la sécurité au niveau des routes. On aimerait saluer notamment le lieutenant-colonel Alali, commandant de l'ordre public et de la sécurité routière à la préfecture de police d'Abidjan. Elle, on la salue parce qu'on est très heureux d'être toujours en sa compagnie. C'est elle sur ce plateau. Madame Bernadette Assou Nguessan, notre Madame Famille de Matin Bonheur, avec elle on va parler aujourd'hui d'un thème qui vous intéresse ou qui va vous intéresser forcément ou à un certain moment de votre vie. Comment entrer dans le mariage? Allez, on se fait un petit jingle, un récapitulatif avec un élément visuel et on se retrouve juste après. Chaque couple vit inévitablement une étape pré-mariage. Madame Koulibaly Rokiatou, sage-femme et mère de 3 enfants, nous parle de la sienne. Quelques années en arrière, avant même de rencontrer celui qui serait plus tard son époux, Rokiatou était déjà préparée à entrer dans un foyer. Voilà, j'étais quand même préparée au mariage parce que ça fait partie de notre éducation. Notre mère nous avait donné beaucoup de conseils concernant le mariage. Elle nous disait tout le temps qu'une femme, à un certain âge, il faut se marier, il faut se caser. Il ne faut pas compter sur ta beauté et tout autre, mais il faut pouvoir se marier. Donc quand j'ai rencontré mon mari, j'étais disposée dans la tête déjà à me marier. En islam, la femme ne fait que subir les préparatifs du mariage. Elle ne participe pas en tant que telle aux préparatifs du mariage parce qu'elle n'a pas son mot à dire en réalité. Elle, en coulisses, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut donner ses impressions, mais à part ça, elle n'a pas grand-chose à dire. Contrairement à Rokiatou qui n'a eu aucun mot à dire en ce qui concerne les démarches de son mariage, Gondojan et son épouse ont, eux, eu le temps de se préparer étape par étape jusqu'au mariage. L'expérience que j'ai eue, c'est une expérience religieuse. D'abord, on nous a enseigné que pour rentrer dans le mariage, d'abord, il faut avoir une relation d'amitié avec celle qu'on aimerait plus tard, n'est-ce pas, marier. Mais cette relation d'amitié n'inclut pas une relation sexuelle. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas jusqu'à ce que vous rentrez dans le mariage. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de fiançailles.
Et l'étape de fiançailles, vous allez vous faire connaître, déjà l'église vous connaît, vous allez vous faire maintenant connaître par, n'est-ce pas, la famille de la sœur. Et c'est à partir de là que nous procédons par le dot, la dot plutôt. Et que, bon, maintenant, lorsque les parents ont... Mais avant la dot, on fait ce qu'on appelle le coco en général. Voilà. Et lorsque les parents ont donné leur accord, là maintenant, nous allons au mariage maintenant. Monsieur Olivier Manawa a lui aussi sa manière de se préparer, mais surtout de préparer sa conjointe à entrer dans le mariage. J'ai eu éduquer ma femme parce que la femme s'éduque. Il y a l'éducation des parents de la femme et il y a l'éducation du mari qui l'inflige à sa femme. Donc quand j'ai vu que ma femme répondait à ces critères-là, je l'ai imposé au niveau de ma famille. Et aujourd'hui, ma famille, elle a adopté, ils l'ont apprécié. Et c'est ma mère même qui a fait que je l'ai doté. Aujourd'hui, je prépare comme ça mon mariage. Les étapes à franchir pour entrer dans le mariage sont multiples. Certaines personnes se réfèrent aux enseignements religieux, tandis que d'autres préfèrent se fier aux expériences de la vie. Cependant, chaque être a ses cultures, ses mentalités et ses convictions. Y a-t-il alors un processus standard à suivre pour entrer dans le mariage ? Une autre question. La question est posée, y a-t-il un processus standard? La question, on va commencer par celle-là d'ailleurs. Rebonjour docteur, est-ce qu'il y a un prototype de chemin à parcourir pour entrer dans le mariage? Oui, si on veut le dire ainsi, mais d'une culture à l'autre, les choses peuvent varier. Disons seulement qu'avant de se marier, il faut d'abord une rencontre. Donc au-delà de la rencontre, ce qui peut se faire avant la rencontre, qui peut être quelque chose de tout à fait organisé ou quelque chose de pas du tout organisé. Il y a la rencontre. Ensuite, le cheminement des deux personnes qui vont se marier plus tard, ou cheminement ou pas, parce que le type de mariage est aidant. Et puis, à un moment donné, les personnes vont donc se voir, mettre à plat un certain nombre de choses. Et puis, la décision d'aller donc officialiser la chose, soit devant les parents, soit devant l'officier d'état civil ou devant les autorités religieuses. Mais c'est toujours ce cheminement. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas... les circonstances de la vie peuvent faire que deux enfants, même non présents, peuvent se retrouver mariés à leur insu. Après, ils vont se retrouver, ils vont se découvrir peut-être pour la première fois. Tout est possible, mais il y a le cheminement normal que les personnes doivent se rencontrer d'abord et ensuite cheminer ensemble avant d'aller au mariage. Voilà. Et quelles sont les étapes, on va dire les étapes clés de ce cheminement-là? Qu'est-ce qu'on met là-dedans concrètement? Alors, quand on parle de cheminement, c'est un terme beaucoup plus utilisé dans le domaine spirituel, religieux, qui veut dire que les deux personnes se connaissent. Le cheminement, c'est l'amitié dont parlait le monsieur dans le reportage. Les deux personnes se connaissent, ont le temps de se fréquenter, de partager des repas, de partager un certain nombre de moments, mais... Dans ce cheminement, il est formellement interdit, par exemple, les attouchements, les embrassades ou même le rapport sexuel. C'est-à-dire c'est une période où les enfants apprennent à être camarades, apprennent à être des amis avant de Parce qu'avant, ils ne se connaissaient pas, quoi. Ils peuvent ne pas se connaître. Ils ne se connaissent même pas au sens biblique du terme. C'est-à-dire, non, voilà, comme le dit... Au sens biblique ou coranique. Voilà. Donc, je veux dire qu'ils peuvent ne même pas se connaître, mais un matin, certainement, comme je dis, on va dire qu'il y a deux sortes de mariages. Les mariages complètement organisés, donc arrangés par les parents, et puis le mariage de choix des conjoints, des personnes qui vont se marier. Dans le cas du mariage arrangé par les parents, généralement, les deux personnes concernées ne se connaissent pas. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui se trame pour eux à leur insu. Jusqu'au jour où tout est complètement scellé et on se dit, permettez-moi de dire comme ça, Mariam ou Joséphine, voilà, tu connais ce jeune homme qui passe là-bas et qui a l'habitude de venir saluer ici avec son oncle, eh bien, c'est ton époux. Bon, les parents ont décidé, hein. Ça veut dire que les choses sont faites. À ce moment-là, bon, on y entre. Mais pendant cette période-là, pendant que les parents font les choses, les époux sont préparés. Ils sont préparés. On ne le leur dit pas ouvertement,
mais le père, toutes les cérémonies initiatiques qui se préparent dans toutes nos cultures, il y a, ces éléments font partie. Il faut préparer l'enfant à aller dans la vie d'adulte, à jouer son rôle d'adulte, et donc le mariage fait partie donc de ces choses-là. Donc, je vois Eva qui bouillonne. Non, je veux dire que c'est ça. Ce sont les choses et dans le mariage de choix aussi, les uns et les autres se préparent. Nous avons parlé précédemment du choix des critères ou les valeurs avec lesquelles on choisit son époux. Ce sont les éléments qui préparent au mariage. On n'y va pas comme ça. C'est une affaire trop sérieuse pour qu'on se dise, je l'ai vu, elle me plaît, il me plaît, on se marie. Non, ça ne marche pas. Alors, pour parler du mariage de choix, comme vous l'appelez, normalement, j'estime que l'idéal, c'est de se rencontrer. On vit peut-être chacun chez ses parents ou chacun chez soi. On se rencontre, on chemine ensemble, on se marie, on vit ensemble, on fait des enfants. Mais aujourd'hui, je pense que si on fait un sondage sur la majorité des couples, ce processus-là n'est plus respecté. On se rencontre, on vit ensemble, on fait des enfants, et puis des années après, on se marie parce que les contingences de la vie imposent certaines choses. Les hommes sont peut-être plus réticents, ils demandent à étudier les femmes, coucou à José, ils demandent à étudier les femmes sur un certain... Bah oui, la santé. Voilà. Ils demandent à étudier les femmes sur... Vous basez sur la chanson de José seul ou bien sur... Non, moi je parle de la chanson, okay. Voilà. Ils demandent à étudier les femmes sur un certain nombre d'années. Et puis, voilà, ça dure 10 ans, 20 ans, on est mariés dans les faits, puisqu'on vit ensemble, on vit en concubinage, on vit comme un couple, et le mariage tarde à venir. C'est pas normal. Non, c'est pas... En fait, quand on dit les contingences de la vie et tout ça, les contingences de la vie, ce sont les hommes qui vivent la vie, qui la font. D'accord? Et donc, justement, à cause de tout ce que nous constatons, les précipitations à se marier ou le concubinage, que moi je considère comme la pire des violences envers les femmes, ce sont toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui, il y a un si grand nombre de divorces, malheureusement. Ah bon? Il faut prendre le temps de se préparer au mariage. Le mariage est une affaire très sérieuse. Je voulais le dire en introduction que c'est une affaire qui concerne Dieu. Et donc, il faut y aller vraiment avec tout ce qu'il faut. Et c'est pourquoi tous les mariages commencent ou finissent toujours devant des hommes religieux. Il faut donc prendre le temps de se préparer au mariage. Quelles que soient les contingences de la vie, vous y entrez, c'est pour la vie. Donc, tant qu'à faire, prendre le temps de se connaître et d'aller donc au mariage. Le préparatif, c'est quoi? Les préparatifs, c'est déjà les dispositions personnelles qu'on doit avoir pour entrer dans le mariage. Je vais dans le mariage parce que ma vocation, c'est d'être mariée à quelqu'un, avoir des enfants pour perpétuer la vie. Pour y aller, qu'est-ce que je fais? Dans mon éducation, les parents parlent de mariage. Oui, mariage, oui, mariage. Ton mari, voilà ce qu'il faudra faire pour ton mari. Voilà ce qu'il faudra faire pour ta femme. Généralement, et malheureusement, de plus en plus, les enfants sont éduqués à la compétition. Nos enfants sont éduqués à la compétition qui dit, écoute Eva, ton premier mari, c'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton travail, ça veut dire quoi? C'est le travail intellectuel, les diplômes, les qualifications intellectuelles pour avoir un poste de travail. Donc, on met la préparation au mariage à un second, peut-être même à un dernier niveau. Et on ne prépare pas suffisamment nos enfants, on ne leur parle pas suffisamment de mariage. Qu'est-ce qu'ils font? Quand le moment arrive quand les diplômes sont acquis, quand le travail est là, le salaire est là, on a une certaine autonomie financière, on se dit maintenant je songe à me marier. La compétition scolaire et universitaire est terminée. Maintenant la vie sociale me demande une compétition à laquelle je ne suis pas préparée ou personne ne m'a préparée. Qu'est-ce que font les jeunes gens? La littérature est abondante là-dessus en ce qui concerne le mariage. Donc chacun y va dans la littérature pour trouver ce qu'il lui faut et se mettre dans le mariage. Parfois, vaut mieux s'en référer à l'expérience de quelqu'un qui a déjà vécu la chose. C'est beaucoup plus intéressant que toutes les littératures qui peuvent être parfois fallacieuses. Ce que vous dites est tellement vrai que finalement, au niveau de la préparation du mariage, la préparation est une préparation psychologique
Elle est plus psychologique même que pratique. On s'aime, et puis Oui. aussi, voilà, et c'est une préparation de longue haleine depuis l'enfance. Il ne faut pas attendre 5-6 mois de préparation. Non, c'est toute l'enfance. C'est aussi le comportement des parents qui influe également, parce qu'on ne le dira jamais assez, on marie un homme. Pour avoir un bon mari, il faut regarder le comportement de son père. Pour avoir une bonne femme, il faut regarder le comportement de sa mère. Ça, c'est dans notre pensée, vice-versa, c'est dans nos pensées africaines. Donc, le comportement, l'entrée est plus psychologique. Passer la psychologie, c'est après, maintenant, la vie pratique. Je vis avec lui, j'ai besoin de mon espace. C'est tout un ensemble, en fait. Absolument. C'est ce que nous disons. L'éducation est la base. C'est dans l'éducation, dès le bas âge, qu'on introduit la formation au mariage. C'est une formation, c'est un module. Si on veut parler professionnel de la formation, on dit le mariage est un module que l'éducation doit inculquer, doit diffuser à l'enfant. Que ce soit le petit garçon, que ce soit la jeune fille, c'est un module dans l'éducation. Et comme je le disais tantôt, dans les sociétés traditionnelles, il y avait ce passage obligé des rites initiatiques qui préparaient véritablement au mariage. On envoyait l'enfant à un endroit bien spécifique avec d'autres enfants pour les préparer justement à leur rôle social de père, d'époux et de conseiller de la société. Et la jeune fille, pareillement, auprès de sa mère, elle apprend les gestes, elle voit faire, aller préparer l'eau, par exemple, le soir, quand ils reviennent des champs, la maman se précipite, elle chauffe de l'eau pour son époux. Quelle est la femme aujourd'hui ne fait pas prendre le temps? C'est vrai qu'il y a des chauffe-eau à la maison, mais quand il n'y a pas de chauffe-eau, qui prend le temps? Et le chauffe-eau, on ne le laisse pas marcher tout le temps. Donc, quand on sait que son mari doit se laver, on doit peut-être faire le geste de mettre le chauffe-eau. Qui a ce réflexe-là? Nous sommes tous en compétition. Nous avons été en compétition à l'école. J'ai eu le diplôme, j'ai eu tel diplôme. Nous avons fait les mêmes cours. Parfois, les femmes étaient devant dans certaines matières spécifiques ou même de façon générale. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les femmes de tête qui manquent. Nous avons largement, depuis des générations, des femmes de tête. Et donc, voilà, elles sont préparées à la compétition. Puis du jour au lendemain, elles se retrouvent. Je vous aime, je t'aime, je m'aime. On se met dans un foyer. La compétition continue d'une certaine façon, mais on n'en a pas pleinement conscience que les rôles ont changé. Le rôle de la compétition à l'école pour être un cadre de la société et la compétition pour réussir un foyer, c'est deux choses différentes pour lesquelles il faut préparer les personnes. Voilà, il faut préparer les personnes, vous l'avez dit, enfants, petits garçons, comme petites filles. Mais on a remarqué que dans nos sociétés, en tout cas plus urbaines, l'accent est plus mis sur les petites filles. Okay. Oui, on leur apprend à être de bonnes épouses, à s'occuper d'un homme et tout. Mais on remarque que l'inverse n'est pas toujours évident. On n'apprend pas toujours aux hommes à être de bons maris, à être de bons pères. Peut-être, vous l'avez dit, dans les sociétés plus traditionnelles, avec ces passages initiatiques-là, c'est des choses qui étaient faites. Et même aujourd'hui, quand on regarde, la dernière fois, je regardais une émission, oui, comment maintenir son mari à la maison. Je dis, mais bizarrement, c'est des thématiques qu'on ne mettrait jamais au féminin. On ne demandera jamais homme comment retenir sa femme à la maison. Parce qu'on estime que c'est un acquis. La femme, une fois qu'elle est mariée, elle est là, elle est dans le foyer. Et c'est la femme qui doit se battre pour être la plus belle, pour être la plus intelligente, pour être la plus battante, pour ne pas que l'homme aille dehors, etc. etc. Mais c'est dans les deux sens. Oui, en fait, c'est le respect. Dans les sociétés occidentales, ça se fait. Oui, ici, chez nous, c'est à la traîne. En fait, comme je disais, c'est le rôle social qui est dévolu à chacun des deux parties. La femme, c'est elle la maîtresse, on dit la maîtresse de la maison. L'homme est le chef de la famille. Ce sont deux rôles avec des contenus différents, complémentaires, mais différents. Merci, ça c'est vrai. Et donc, dans l'éducation qu'on donne à la jeune fille, dans la mesure où il s'agit d'être maître. Donc, le sens de maîtresse de maison, c'est la maîtrise totale de tous les différents aspects de la vie de la maison. La vie quotidienne. De la vie quotidienne. Donc, il s'agit de maîtrise de l'éducation des enfants, de la maîtrise du comportement en tant qu'épouse, la relation avec l'époux, la maîtrise de la relation avec les beaux-parents, la maîtrise de tout ce qui est de la maison. Et la maison, elle est grande. La maison, elle est grande. Et donc, c'est pour cela qu'on met beaucoup plus l'accent là-dessus. Mais je pense que dans toutes les éducations, je l'espère du moins, que chaque parent donne l'éducation à son fils en disant «
tu vas devenir responsable, chef de famille. Et justement, ils le prennent tellement au sérieux, on le leur dit tellement bien qu'ils s'imaginent peut-être à tort que être chef de famille, c'est fais-moi ça, donne-moi ci, passe par ici, donne-moi ça. Non, le chef, ce n'est pas cela. C'est pas le machisme. Ce n'est pas, voilà, ça n'a rien à voir avec donner des ordres ou être adulé. Le chef, c'est celui qui organise, celui qui supervise, celui qui sait un peu de tout et qui prend les bonnes décisions concertées et qui prend les bonnes décisions pour la survie de la famille. Alors, je rappelle que les téléspectateurs peuvent intervenir à tout moment. C'est ça le but du jeu, on va dire le but de l'émission. C'est un échange. Alors, il y a M. Loès de Dabou qui envoie la préoccupation suivante. Parfois, l'entrée dans le mariage est très calamiteuse. Ça se passe très difficilement, mais après, à la longue, on s'adapte. Alors, depuis ce jour-là, depuis ce moment, avec ce que j'ai vécu avec ma femme, je ne peux pas me baser sur le visage d'une femme pendant la préparation. Parce que si on veut regarder cela, on va être vite découragé. Il faut vraiment suivre son instinct, suivre son cœur. Et après, faire des réajustements nécessaires lorsqu'une fois nous sommes dans notre couple et que nous vivons au quotidien. Monsieur Loès qui, au passage, salue le foulard de Eva Amani. Oh, c'est gentil. Alors, nous allons parler précédemment des critères de choix. Comment choisir mon conjoint? Tout est là. Si j'y vais parce que c'est une belle figure et que vous ne faites pas attention au caractère, vous allez vous fourvoyer. C'est une vie, c'est quelque chose qui va indéterminer. Donc, il faut prendre les précautions. C'est pour ça que nous avons dit qu'il s'agit de valeur. Quelle est la valeur qui transcende, qui ressort du comportement de la personne? Chez nous, il est dit, on ne tombe pas sur, je traduis littéralement, on ne tombe pas, un proverbe de chez moi, on ne tombe pas sur une femme pour l'épouser. C'est-à-dire que les histoires de coups de foudre et tout cela ne mènent à rien. Si vous dites, vous tombez sur quelqu'un, peut-être quand je prends le milieu de la compétition, le milieu de la compétition, c'est une fille intelligente, qui a de très bonnes notes et tout cela. On se dit, ah non, mais c'est celle-là qu'il me faut parce que je sais qu'elle va avoir un bon poste, elle va envoyer beaucoup d'argent à la maison, donc c'est celle-là que je vais convoiter, c'est celle-là qu'il me faut. D'accord? Et je ne tiens pas compte des autres valeurs qu'elle a ou qu'elle peut véhiculer. Elle a appris qu'à faire la compétition. Donc, pour elle, tout est compétition. Je bosse, j'ai ma moyenne et j'avance. La compétition voudrait dire j'écrase les autres. Je ne pense qu'à moi. Ça, c'est vrai. Et il n'y a que moi. Donc, avec ce caractère d'égoïsme, si malheureusement pour la personne, c'est une personnalité narcissique qui était déjà construite, qui était déjà là, elle sera bien dans la compétition. Parce que ça répond à sa personnalité, à son fort intérieur, à son moi, à son subconscient. Ça lui correspond parfaitement. Donc la compétition, elle est brillante. Vous dites, moi je veux celle-là. Vous la prenez, vous allez dans le foyer, mais vous n'allez pas vous en sortir parce que c'est une personne qui ne pense qu'à elle initialement. Sa personnalité narcissique ne disparaît pas parce qu'elle vous a épousé. Et l'esprit de compétition qu'elle a renforcé en elle ne disparaît pas parce qu'elle vous a épousé. Elle sera donc en compétition avec vous. Et c'est le genre de femme qui vous dira, ah oui, écoute, aujourd'hui je ne fais pas la table. Hein. Moi je suis fatiguée, j'ai travaillé autant que toi, c'est toi qui vas le faire. Donc, il faut s'asseoir. C'est pourquoi les hommes religieux, les religieux nous imposent le cheminement qui vous permet donc de vous côtoyer, de vous fréquenter, de découvrir en vous un certain nombre de valeurs. Et avec ces valeurs-là, si elles vous conviennent pour la vie, vous y allez devant eux, qui sont une garantie, et pour que vous y allez, parce qu'il s'agit de la vie pour la vie. On a sur Facebook Aboulaye Traoré qui dit « On ne rentre dans le mariage que lorsque l'âme, l'esprit et le corps sont prêts. » Parce que c'est un contrat à vie, il dit la même chose que vous. Abdoul Baki Sissé qui dit, Abdoul Baki Abounois, on rentre dans le mariage que lorsque on a l'âge adulte et on doit aimer la personne et être aussi prête à endurer la faute des autres membres de la famille. Et puis, il faut se faire bête souvent. Oui. On le dit bien souvent. Alors, Oli Yébé, on rentre dans le mariage quand nous sommes prêts, quand la famille et amis nous mettent la pression. Et puis, on va finir avec Lumière de Kouibli qui dit, moi, je suis avec mon homme depuis 16 ans. Un matin, sa grande sœur me met dehors
et fait entrer une autre, est-ce que je peux le traduire devant la justice? Bon, je pense que là, on va soumettre votre cas à Maître Kone Kiobien, qui est là tous les mardis. Et j'aimerais terminer sur le messenger de notre compte. Les hommes sont de grands enfants. C'est la clé de compréhension d'un bon mariage. Alors, oui, il faut arrêter aussi de défantiliser les hommes et puis de tout leur passé. Non, franchement, on est dans une... Ça, c'est un coup de gueule que je vais lancer. On est dans une société tellement phallocrate et tellement voilà, patriarcale. On a tendance à dire, ouais, mais les hommes, ils sont comme ça. De toute façon, les hommes, voilà, ils ne peuvent pas rester fidèles. Et on leur passe tout aux hommes. Et on excuse tout. On excuse leurs inconduites, on excuse leurs infidélités. Moi, je dis non, levons-nous contre cette forfaiture. Oui, Madame Guessan, Madame Guessan, face à la jeunesse débat, l'expérience de Madame Guessan dit quoi? Alors, je dis... Vous allez comprendre, ça va venir. Je comprends quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il faut être bête. En fait, ce n'est pas être bête, c'est la tolérance. C'est une dose de tolérance et de compréhension, d'acceptation et de compromis. Il faut accepter, quand on va dans le mariage, il y a des choses qui viennent. Accepter de perdre un peu de soi. Il faut accepter de mourir un peu. Voilà. Je vais beaucoup plus loin. Voilà. Parce que l'autre en face a son moi. Aussi. Et vous deviez construire un moi de la famille. Un moi commun. Un moi commun. Un nous. Le psychologue ne dit pas un nous, un moi. Parce que le mariage devient une entité. L'homme, comme on dit, l'expression consacrée, l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. C'est une seule entité. Ils deviennent une unité. C'est un couple. C'est une unité. C'est une nouvelle entité. Donc, il faut construire le moi de cette nouvelle entité. Et donc, pour construire le moi de cette nouvelle entité, il faut qu'une partie de mon moi meure. Et il faut qu'une partie du moi de l'autre meure pour que les deux se mettent ensemble pour construire un nouveau moi. Belle image. Et c'est cette construction-là qui veut dire qu'il faut être bête, il faut l'homme, le garçon, il faut tout lui passer, ce sont des enfants, oui. Cela dit, c'est aux femmes qu'on demande d'être bêtes, on demande rarement aux hommes d'être bêtes dans le couple. De part et d'autre. On demande autre chose aux hommes aussi, la proportion. Mais ce n'est pas une concurrence, c'est pas de la compétition. Voilà, ce n'est pas de la compétition. C'est pas de la compétition, il faut que les jeunes dames ou les jeunes filles ou nos filles qui vont se marier comprennent que c'est vrai qu'on nous a imposé la compétition universitaire des diplômes et autres et tout cela. Mais en dehors de cette compétition qui est saine et qui nous permet donc de pouvoir venir aussi en aide au foyer que nous allons construire, il faut rentrer dans son rôle social, qui est ce que la femme est la mère de la maison. C'est donc elle qui va materner son époux, c'est elle qui va materner les enfants. Le cajoler, gâter son époux, oui, le mettre dans les dispositions pour bien travailler. Si vous êtes gentil avec votre époux, à moins que ce ne soit véritablement quelqu'un qui a une pathologie, il vous répondra véritablement avec la gentillesse. C'est ce qu'on dit justement. Et inversement, si l'époux est doux et affectueux, naturellement, la femme ira beaucoup plus loin que ce que la compétition lui a malheureusement imposé. Donc, comme on dit, pardon, docteur, je vous coupe rapidement, comme on dit, si vous voulez que votre femme soit un ange, il faut tout simplement lui créer un paradis. Parce qu'il n'y a pas d'ange en enfer. Absolument. Donc, pour dire que les préparatifs du mariage, pour entrer dans un mariage, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est véritablement l'amour et la sincérité. La vraie préparation, c'est l'amour et la sincérité. Et comme je disais, l'amour vient de qui? L'amour vient de celui qui nous a créés. Et donc, il faut rester dans cet amour et avoir l'expérience des parents. Regardez l'expérience des parents, regardez l'expérience des sachants, de ceux qui étaient devant nous, les deux dévanciers, qui ont été des modèles dans leur mariage. Il n'y a aucun mariage qui ne bascule pas ou qui ne tribute pas, mais il faut pouvoir compter sur l'amour et la tolérance pour avancer dans cet amour. Une question qui va faire rebondir plus d'un. Monsieur Niali de Dalois, cette affaire de préparation à un mariage est un leurre, parce que ce n'est pas réaliste. Je ne peux pas rester avec une femme, on va se préparer pendant longtemps et je ne peux pas savoir comment elle réagit, par exemple, dans les moments intimes. Je pense que c'est un leurre et cela fait qu'il y a beaucoup de mariages qui vont à leur perte. Monsieur Niali de Dalois, merci pour la sincérité. Merci. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois quand nous parlons des critères. Il y a 3 listes. Sur la 3e liste, il y a les choses que nous ne dirons jamais à un ami, que nous ne dirons jamais même aux représentants religieux avec qui on échange des choses. C'est cette 3e liste-là
qu'il faut pouvoir dire. Mais on le dit où? On le dit en face de celui que nous allons épouser. C'est là qu'il faut le découvrir, cette troisième liste, avant d'aller plus loin. Parce que les relations sexuelles, qui peut en parler? D'abord, c'est tabou dans nos éducations africaines et ivoiriennes. C'est tabou. Nos enfants apprennent la sexualité sur Internet, entre amis. Combien de parents ont le courage de dire, quand les menstrues arrivent, voilà que tu es devenue femme, attention, tu peux tomber enceinte. Personne ne le dit à son enfant. Et nous devons, en tant que mère, prendre nos responsabilités de dire que nous sommes dans une certaine société, il faut pouvoir dire un certain nombre de choses. Les préparatifs, justement, c'est amener les futurs époux à aborder ces choses pour ne pas que demain, dans le foyer, il y ait des surprises désagréables. Les hommes ont une... Il y a Viviane de Paris qui envoie le message suivant. Pourquoi les hommes aiment dire « fais comme nos mamans » souvent à leurs femmes? Oui, comme je dis, quand vous voulez épouser un homme, regardez à sa relation à sa mère. Si vous regardez sa relation à sa mère, c'est son premier objet de convoitise. C'est son premier objet désiré. C'est l'idéal. Sauf si elle a été une mère pas exemplaire ou absente et autres et tout cela. Sinon, le premier objet d'amour Et c'est là-dessus qu'on va finir parce que le générique voilà, passe à l'antenne. C'est la mère. Et donc, il faut regarder véritablement à nos critères de choix, à nos valeurs que l'éducation nous donne et faire confiance aux hommes, aux religieux pour nous conduire dans les préparatifs de ce mariage. C'est possible, un mariage bien préparé. Merci beaucoup, docteur Assou-Nguesson. Il était question donc de comment entrer dans le mariage. J'espère que nous avons répondu à certaines de vos questions, pas toutes on imagine, mais si vous en avez encore, posez-les sur la page Facebook. Le docteur est disposé encore à y répondre pendant un certain temps. Merci de votre fidélité. Merci Marco. Merci Eva. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Prenez soin de vous et des autres et surtout, restez sur RTI 1. On est toujours mariés.